Bonjour à tous. Donc premier webinaire aujourd'hui avec Canva et Useful. Donc Useful, c'est la plateforme jeune du Crédit Agricole. Donc on est ravis de vous avoir avec nous pour ce premier webinaire, donc qui est donc sur la thématique du personal branding et comment communiquer efficacement sur soi et donc développer son personal branding. Donc le but, ça va être vraiment de vous aider à vous valoriser face à d'autres candidats pour faire la différence face aux recruteurs. Donc, du coup, Stéphane, je te laisse passer. Et on vous présente donc le menu du jour. Donc, en premier, on va faire comme vous. Vous avez pris le temps de vous présenter là dans le chat. Nous, c'est pareil. On va chacun se présenter pour que vous puissiez nous connaître et nous identifier. Ensuite, on vous présentera avec Éléonore, donc nous on est sur Crédit Agricole, donc Useful, la plateforme, ce que c'est, ce que vous allez pouvoir y retrouver. Et ensuite, on passera sur les conseils pour un CV réussi, le sujet du jour. Et on passera la main à nos collègues de Canva pour le trio essentiel, l'astuce bonus. Et n'hésitez pas tout au long, je le précise, à mettre dans le chat toutes vos questions. On ne va pas s'arrêter pour y répondre. Le but, c'est qu'on déroule le webinaire et on a prévu à la fin de ce webinaire un temps d'échange de 10-15 minutes pour vraiment vous accompagner et prendre le temps de dérouler tout ça. Donc, allez-y, posez toutes vos questions. On se fera un plaisir à la fin d'y répondre. Du coup, je te laisse passer la slide, s'il te plaît, Stéphane. Du coup, côté intervenant, donc vous nous voyez déjà à l'écran, enfin, vous voyez même 2 fois. Du coup, comme j'ai la parole, je vais faire ma malpolie et je vais commencer. Moi, c'est Léa, donc je travaille donc au Crédit Agricole e-Développement, qui est une filiale du groupe Crédit Agricole, donc que vous devez tous connaître, je pense, donc il y a une banque en France. Et je travaille sur le sujet de Useful, donc la plateforme des jeunes. Et mon rôle, c'est d'être responsable, que ce soit au niveau animation caisse régionale, donc faire vivre le sujet d'Useful en caisse régionale, qui sont donc nos 39 clients, et également responsable sur le côté partenariat, donc les liens qu'on peut avoir, comme aujourd'hui, avec Canva. Et donc, je passe la parole à ma collègue Éléonore, juste ici. Merci. Donc, enchantée, moi c'est Léonore, donc je suis content manager au sein du Crédit Agricole e-Développement depuis quelques années maintenant. Donc, je suis responsable en fait du contenu sur Useful et sur les réseaux sociaux donc de Useful. Donc, je suis là pour vous trouver les bonnes astuces pour faire votre CV, pour trouver votre emploi, pour partir travailler à l'étranger. Bref, tout ce qu'il faut savoir. Donc voilà, je suis en charge de l'animation de la plateforme. Et je pense qu'on peut laisser la parole maintenant à Steph et à Fifia pour qu'ils se présentent un peu plus en détail. Fifia, je te laisse la parole si tu veux. Ok. Bonjour tout le monde, moi je suis Afifia, je m'occupe de tout ce qui est social et communication sociale chez Canva France. Voilà. Et donc aujourd'hui je vais vous parler des astuces, de l'approche, de ce qu'on entend par le personal branding et de ce que nous on a appris chez Canva sur les nouvelles méthodes et les nouvelles attentes de recrutement et les nouvelles attentes professionnelles. Super. Et moi, donc, c'est Steph. Je suis dans le sud de la France, dans les Alpes-Maritimes, à côté de Valbonne, et je m'occupe des communautés d'une spécificité de Canva qui est Canva Éducation, donc qui est la version professionnelle de Canva, mais gratuite pour les enseignants de la primaire et du secondaire. Et voilà, on contribue à créer un écosystème au sein de l'éducation dans toute la francophonie mondiale, donc en France, Belgique, Canada. Et ravi d'être là avec toute l'équipe pour parler de personal branding aujourd'hui. Et on continue, du coup, comme je vous le disais, on va vous présenter Useful, donc la plateforme jeune du Crédit Agricole. Donc, pour faire un petit peu d'historique, c'est une plateforme qui a été lancée il y a maintenant 3 ans dans le but d'aider les jeunes sur différents sujets. Donc, à l'époque, c'était vraiment tourné orientation et emploi. Et on s'est dit qu'il y avait quand même d'autres besoins, que le jeune avait d'autres problématiques et d'autres préoccupations qui sont la vie étudiante, donc où on va retrouver le logement, financement d'études, etc. Et également la mobilité. Donc, on a l'année dernière ajouté ces 2 thématiques. Ce que je tiens à préciser, c'est que cette plateforme, elle n'est pas seulement dédiée aux clients du Crédit Agricole, mais elle est vraiment ouverte à tous. Donc, même si vous n'êtes pas client chez nous, vous pouvez bien entendu accéder à la plateforme et aller consulter tout le contenu, vous inscrire, bénéficier de tout ce qu'il y a dedans sans aucun problème.
Donc, sur Useful, ce que vous allez retrouver, ben, c'est du contenu. On en a plus de 1200 aujourd'hui, que ce soit des vidéos, des articles, des conseils, des podcasts, mais aussi des événements, donc des événements sur vos territoires, que ce soit des job dating, mais aussi des événements étudiants et des salons étudiants, exactement. Des partenariats, donc comme on peut avoir aujourd'hui avec Canva, mais il y en a également d'autres qui sont en lien avec les 4 thématiques que vous avez en bas. Le but, c'est de vous offrir des avantages exclusifs et des bons plans, vous permettre d'avoir des réductions également sur du logement, mais aussi vous faire découvrir des partenaires auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé parce que vous ne les connaissez pas. Donc tout ça, c'est disponible sur la plateforme. Et enfin, on a également donc une newsletter qu'on envoie tous les mois pour vous partager les sujets d'actualité en lien avec la saisonnalité, ce que nous, on peut avoir produit. Là, par exemple, on a eu ce webinaire qu'on a partagé, mais aussi les bons plans et les échéances que vous pouvez avoir en tant que jeune pour vous permettre d'être toujours à jour. Et depuis l'année dernière, on a lancé une chaîne YouTube. Donc, évidemment, ce webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube de Useful. Et vous pouvez également aller consulter d'autres vidéos qui sont disponibles sur cette chaîne. Et je passe du coup la main à Éléonore pour vous présenter la plateforme. Oui, alors je vais juste vous partager donc mon écran pour pouvoir vous partager la plateforme Useful. Partager. Ah, je n'arrive pas à partager. Alors si, Google Chrome. Alors, les aléas. Les petits aléas du direct. Non. Alors, normalement, ça doit être bon. Et Léonore, tu voulais activer la vidéo qui est dans la slide? Non, je voulais partager Notre écran. notre écran. Hop. Mais c'est les aléas du direct. Normalement, vous devriez voir notre écran. Ouais, là, c'est bon. Ouais, c'est bon, Parfait. parfait. Donc, on est actuellement donc, sur la homepage de Useful. Donc, comme on vous l'a dit, Useful, c'est une plateforme donc, sur laquelle vous pouvez trouver des conseils, donc aussi bien sur l'emploi, l'orientation, la mobilité et le logement, mais également sur la vie étudiante, sur du coup l'entrepreneuriat ici. Enfin, vraiment, on a essayé de vous accompagner de A à Z sur votre vie en fait de 15 à 25 ans et même parfois plus en fonction, parce qu'on a aussi des articles sur la réorientation professionnelle, comment réussir à se réorienter professionnellement après un nouveau projet d'avenir. Donc, quand on déroule un petit peu la homepage, on a ici un bloc actualité. Donc, évidemment, c'est notre webinaire qui est mis en valeur actuellement, mais on essaye vraiment de l'actualiser toutes les 2 semaines pour vous tenir au courant en fait, de la primeur des actualités de Useful. Quand on déroule, on peut retrouver ici donc, des offres d'emploi. On est en partenariat avec France Travail, donc anciennement Pôle emploi, donc pour vous proposer diverses offres d'emploi toujours actualisées. Des conseils effectivement sur la recherche d'emploi, les job dating que Léa a mentionné tout à l'heure, donc plutôt dans la catégorie orientation. Donc, on essaye d'en faire dans la France entière. Et on a également un partenariat avec l'étudiant, donc pour promouvoir les salons de l'étudiant en France, dans la France entière, des conseils. Sur la mobilité, on a également des articles sur comment passer le permis, sur les aides financières qui sont disponibles, mais également sur les transports en commun, sur comment partir à l'étranger. Et enfin, on a également une catégorie donc, plus orientée logement, donc avec un partenariat ici qui est mis à l'honneur donc pour payer moins cher vos factures, mais également des conseils sur comment éviter les arnaques au logement, quelles aides financières sont disponibles. Et enfin, on a aussi un annuaire des professionnels. Donc, l'annuaire des professionnels, à quoi il sert? C'est très simple. Vous pouvez donc contacter n'importe quel professionnel pour lui demander un petit peu plus de détails sur son métier, qu'est-ce qu'il fait. Si jamais un jour vous voulez, je sais pas, par exemple, devenir chargé d'affaires agricoles, hein, si on prend l'exemple de Lénaïque qui travaille au Crédit Agricole, bon, c'est très corpo, mais on a énormément d'autres entreprises et d'autres professionnels, donc vous pouvez les contacter, entrer en contact avec eux et potentiellement trouver un stage, une alternance ou même un emploi.
Ici, donc, on retrouve encore une fois nos job dating, nos partenaires, parce qu'on a également des partenariats exclusifs. Donc, on est en partenariat actuellement avec Canva, mais on a également Skilleos, donc, qui est une plateforme de cours en ligne, donc de e-learning, où vous pouvez retrouver plus de 1400 cours en ligne accessibles en illimité, et tout ça dans votre espace jeune Useful. Donc, on a également donc, Ma Carrière Camping, qui a un partenariat emploi, Hello Charlie, pour vraiment trouver votre orientation. Et voilà, je les déroule un petit peu, mais je vous laisserai aller fouiller la plateforme pour vraiment trouver ce qui vous convient. Et du coup, si on se focalise un petit peu plus sur la partie emploi, on a tout un énorme moteur de recherche, donc avec à date plus de 2 millions d'offres disponibles. Donc, ça peut vraiment vous permettre de trouver l'emploi, l'alternance, le stage ou même le job d'été, le job étudiant qu'il vous faut. Et effectivement, on a du coup des conseils sur comment préparer votre candidature. Donc, ça va de la recherche d'emploi à l'entretien d'embauche. Vraiment, on essaie de vous accompagner jusqu'au bout pour que vous puissiez être paré. Et c'est aussi pour ça qu'on est là, pour développer, pour vous aider à développer votre candidature et votre personal branding. Parce qu'on n'y pense pas forcément, mais postuler à un emploi, ça va plus loin qu'un simple CV et une simple lettre de motivation. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la plateforme Useful. Surtout, n'hésitez pas à aller consulter la plateforme par vous-même, vous y inscrire et trouver les infos qu'il vous faut pour développer, que ce soit votre vie étudiante ou votre vie professionnelle. Voilà. Stéphane, je vais te laisser repartager ton écran pour… Voilà, impeccable. Super, on est très synchro. Ah, là, on est bon, là, on dit un bon. On dit un bon, on dit un bon. Alors, Afifia, ton micro est coupé. Est-ce que c'est bon là? Tout le monde m'entend? Oui, Oui. Ok, super. Du coup, je vous remercie Léa et Léonore pour ce début de présentation, pour l'explication aussi sur Useful. Et effectivement, c'était pertinent de montrer la plateforme et d'un peu diguer dedans. Juste avant d'aller plus loin et pour aussi nous présenter pour les gens qui ne connaîtraient pas Canva, Canva, comme l'a dit Steph tout à l'heure, c'est un écosystème de conception tout en un. C'est-à-dire que le but, c'est de créer, de proposer un outil qui soit ultra facile pour tout le monde. L'idée en fait de Canva, c'est vraiment de centraliser et de faire en sorte que ce soit un peu votre vaisseau de travail, de développement. Alors, c'est ultra important de bien choisir son outil pour plusieurs raisons. D'abord, les outils que vous utilisez aujourd'hui, que ce soit pour votre CV, pour votre personal branding, pour votre stratégie, c'est des outils que vous utiliserez peut-être plus tard, dans 5 ans, 10 ans, dans votre travail. Donc, le fait de les maîtriser, c'est aussi une façon pour vous de maîtriser votre travail, de maîtriser en fait les plateformes que vous allez utiliser aussi dans votre milieu professionnel. Est-ce que tu peux passer à la prochaine slide, s'il te plaît, Steph? Ah, Non, pardon. pas la prochaine. Est-ce que sinon tu veux que je partage moi la présentation? Ah, si tu veux. Oh, Ok, ouais, c'est aussi vas-y, possible. je vais la partager comme ça. Tiens, je te laisse récupérer la main. Ouais. Alors, est-ce que là, vous voyez mon écran? Oui. Ok, Oui. super. Donc, en gros, jusque-là, le design a toujours été long et difficile. On sait que c'est quelque chose qui était assez complexe à faire. Nous, chez Canva, on s'est dit, les gens ont l'habitude d'utiliser beaucoup d'outils, beaucoup d'applications différentes. Nous, l'idée, c'est pas seulement de proposer un outil qui va vous aider à créer des visuels, c'est essayer de vous proposer quelque chose, en fait, sur laquelle vous allez pouvoir compiler et réunir tout ce que vous utilisez déjà. L'idée, c'est pas d'utiliser toutes les applications existantes parce que c'est à la mode, en fait. Ce qui compte, et c'est ultra important pour votre personal branding, parce que les outils que vous utilisez sont les outils, enfin, comment dire, ça reflète un petit peu votre façon de travailler, votre façon de penser. Donc, essayez de bien choisir les outils et d'utiliser des outils qui vous correspondent, que ce soit d'ailleurs Canva ou un autre outil. Voilà, pour être tout à fait transparent. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de simplifier. Donc, on a imaginé une plateforme sur laquelle vous pouvez créer vos visuels, mais sur laquelle aussi vous pouvez intégrer toutes les applications que vous utilisez déjà pour faire en fait de Canva votre vaisseau, votre tableau de bord. Donc, en fait, on l'a tout centralisé sur une seule plateforme.
Je ne sais pas si vous le savez, mais l'OCDE a sorti une étude en janvier 2024. Et en fait, dans cette étude, il y a un chiffre qui est ultra frappant, c'est que la durée de vie d'une compétence, en 1987, elle était de 30 ans. Et aujourd'hui, la durée de vie d'une compétence, c'est de 2 ans. Ça veut dire qu'on a complètement changé de monde, on a complètement changé de repères et de façon de faire. C'est-à-dire que le fait d'obtenir un diplôme, le fait d'avoir une place ne garantit pas la longévité de votre compétence. Donc, ça veut dire qu'on est aujourd'hui à une époque de transition, d'abord au niveau technique parce qu'on a des nouveaux outils, on a l'IA et tout, mais aussi en termes de transition au niveau des attentes, autant au niveau des recruteurs qu'au niveau des réseaux professionnels sur lesquels vous pouvez être, que ce soit LinkedIn ou vos réseaux professionnels plus physiques, plus matériels. Donc, ça implique énormément de choses. Ça veut dire que là, on est vraiment dans une optique où on apprend constamment. Apprendre constamment, ça ne veut pas dire qu'on va passer toute sa vie à faire des études. Ça veut simplement dire qu'il est ultra important d'être connecté et d'essayer de comprendre le monde dans lequel on est et d'évoluer avec ce qui est en train d'évoluer en ce moment. Donc, quand vous réalisez que la durée de vie d'une compétence aujourd'hui est de 2 ans, ça veut dire que ce que vous maîtrisez aujourd'hui ne vous garantit pas de rester au top de vos connaissances dans 2 ans. Donc, il faut être assez connecté. Et pour être connecté, aujourd'hui, la grosse différence, c'est le personal branding et l'usage du personal branding, c'est ultra amplifié. Donc, on est dans une époque où le personal branding n'a jamais été aussi important. Donc là, aujourd'hui, on va faire un focus sur les 3 éléments principaux. D'abord, le personal branding, le CV et les outils. Si vous arrivez à maîtriser ça, normalement, vous avez des bonnes bases, vous pouvez vous débrouiller dans la société qui est la nôtre et telle qu'elle est en train de devenir. Alors, le personal branding, juste quelques définitions parce que beaucoup de gens parlent de ça et puis ça dépend à quel niveau on se situe, mais il y a plusieurs façons de parler de personal branding. Mais d'abord, quand on parle de personal branding, on parle de structure d'identité. Une structure d'identité, ça veut dire la façon dont vous allez vous présenter, que ce soit sur vos réseaux, sur vos CV, dans votre signature d'email, c'est d'abord avoir une structure d'identité. Autre point, c'est les compétences réelles. Bien connaître vos compétences réelles. Et il y a une différence. Je n'ai pas mis réel pour rien. Parce que souvent, on croit qu'on a des compétences ou alors on pense qu'on a beaucoup de compétences. Et en réalité, ce n'est peut-être pas forcément toujours le cas. Connaître ses compétences réelles, ça veut dire, bon, mais moi, qu'est-ce que je sais maîtriser vraiment ? Qu'est-ce que je sais maîtriser que les autres ne maîtrisent pas? Qu'est-ce que je ne sais pas maîtriser que les autres peut-être maîtrisent pour essayer soit de m'améliorer, soit de montrer mes différences en fait, de faire en sorte que ben voilà, moi j'ai telle compétence, mais par rapport à cette personne X qui a les mêmes compétences que moi je me différencie de telle ou telle façon. Donc déjà, s'interroger sur ça, c'est déjà une forme de remise en question, de remise en doute de soi, parce qu'au final, quand on parle de personal branding, on parle aussi de développement personnel, et c'est une grosse réflexion sur soi, en fait. Il faut essayer de se regarder en face. L'autre point, une fois qu'on a un peu compris quelles sont nos compétences réelles, une fois qu'on a un peu réfléchi à la structure d'identité qu'on veut avoir, etc., il faut penser à l'image. Et l'image, c'est pas toujours simple parce que l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment on est perçu de l'extérieur. Et ça, c'est hyper dur à faire. Comprendre comment on est perçu de l'extérieur, puisque même dans la vie, même son propre visage, on ne le voit pas comment les autres le voient. On ne voit pas notre visage comme les autres nous voient. Donc, comment on fait pour comprendre l'image qu'on perçoit de l'extérieur et comment on fait pour comprendre comment on nous voit de l'extérieur? Là, c'est le moment où il faut essayer d'interroger honnêtement ses proches et essayer aussi de comprendre sa cible. Comprendre sa cible, c'est un super outil pour essayer de comprendre l'image et la façon dont on est perçu de l'extérieur. Parce que, quel que soit le milieu que vous voulez toucher, quel que soit le milieu professionnel que vous voulez atteindre ou le milieu humain dans lequel vous voulez évoluer, si vous ne savez pas quelle cible vous voulez toucher, vous n'allez pas pouvoir adapter votre image, votre vocabulaire et votre discours en fait à la cible que vous voulez toucher. Donc, il est important de comprendre le milieu dans lequel je veux travailler, quels sont les codes dans le milieu dans lequel je veux travailler, quelle est la façon dont les gens s'expriment dans le milieu dans lequel ils évoluent, pour essayer déjà de faire un point de contact. Ça, c'est ultra fondamental. Donc, structure d'identité, compétences réelles, cible, image. Normalement, si vous avez fait ça et si vous vous interrogez sur ces 4 points, vous avez une bonne base pour développer votre image ou votre objectif, que ce soit au niveau du développement professionnel ou au niveau de votre développement personnel. Mais en tout cas, le personal branding, c'est d'abord ces points-là à considérer. On ne peut pas faire un personal branding efficace si on n'a pas mis en place
ces éléments-là. Ensuite, il y a le CV. Normalement, si on est au clair avec les différents points de personal branding que je viens d'aborder, normalement, on a les bonnes bases pour commencer son CV et je ne recommande pas de commencer son CV avant d'avoir fait l'étape précédente. Pour son CV, un bon CV, c'est une présentation. En fait, il faut imaginer que des recruteurs qui passent leur journée à regarder les CV, les gars sont fatigués. Donc, imaginez qu'en général, quand on regarde un CV, on sait entre 5 et 10 secondes si on a envie d'aller plus loin ou pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous vous mettez dans la peau d'un recruteur qui a l'habitude de voir beaucoup de CV. L'idée, c'est de lui faciliter la tâche. De faire en sorte que quand il voit votre CV, il est content de voir votre CV. Il n'est pas obligé de faire un effort intellectuel pour chercher l'information qu'il lui faut. Il n'est pas obligé de fatiguer son cerveau pour lire la phrase qui n'est pas bien alignée, etc. Non, c'est-à-dire que dès qu'il le voit, il y a une clarté. Le message est clair, donc en gros, il sait qui vous êtes, il sait quel type de job vous recherchez. Il n'a pas besoin d'essayer de comprendre qui vous êtes, quel est votre profil. Ça, il faut qu'il le comprenne direct, dans les 5 premières secondes où il voit votre CV. C'est pour ça que l'identité visuelle est hyper importante. L'identité visuelle, c'est la façon dont vous allez vous présenter, la façon dont vous allez choisir vos couleurs, votre typographie. Il ne faut pas oublier que la typographie, c'est votre voix. C'est ce qui va incarner votre voix sur le papier. Donc, tous ces éléments-là, il ne suffit pas de dire non, moi je veux juste un CV parce qu'il soit beau. Non, il faut choisir un CV et créer son CV pour que le CV, ce soit vous. Et la question de la beauté, elle est accessoire. Ensuite, un CV, c'est des supports, puisque aujourd'hui, donc nous, chez Canva, on a fait pas mal d'études. On en a fait notamment une où on a interrogé plus de 10 000 recruteurs et entrepreneurs dans le monde. On a fait ça en 2023 et en 2024. Et on a réalisé que plus de 65% des recruteurs attendaient des CV qui soient visuellement graphiques. Visuellement graphiques, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait des graphiques et des illustrations forcément. Ça veut dire que les couleurs, les codes du design sont utilisés dans la valorisation du CV. Parce que valoriser le CV, ce n'est pas uniquement le rendre beau, c'est faire en sorte qu'il puisse être transmissible à l'entreprise qui va vous recruter, aux collaborateurs ou aux autres entrepreneurs qui voudraient travailler avec vous. Donc, c'est important d'avoir un bon support, de se dire, est-ce que j'utilise que mon CV comme support de personal branding? Est-ce que j'utilise aussi mon compte LinkedIn? Est-ce que j'utilise aussi d'autres plateformes, des signatures de mail, etc. C'est important de choisir et de sélectionner des supports qui vous ressemblent. Et enfin, le CV, c'est une voix et une personnalité visible. C'est-à-dire qu'on doit voir qui vous êtes sur votre CV. Le texte, c'est votre voix. Les couleurs que vous allez utiliser, la façon dont vous allez aligner les informations, c'est votre visage. Donc, ça ne doit pas se faire de façon accessoire. Il faut pas mal réfléchir à ça. Concernant le personal branding, après, on va rentrer, je vais vous montrer les do's et les don'ts à ne pas faire dans les CV, etc. Mais ça, c'est ultra important. Donc, je me permets de faire un gros focus là-dessus. Quand on parle de personal branding, on parle de 3 aspects. On parle du profil professionnel, de la visibilité et de l'e-réputation. Ça, c'est les 3 points à avoir en tête pour construire sa base de personal branding. Quand on pense à son profil professionnel, on parle d'identité. Votre profil professionnel, c'est votre identité professionnelle. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en gros, il faut essayer de comprendre de quelle façon on est perçu de l'extérieur, ce qui n'est pas toujours facile. Ça veut dire qu'il faut essayer de conscientiser son profil. Essayez de vous objectiver, de vous voir de l'extérieur. Est-ce que vous, si vous ne vous connaissez pas et que vous voyez par exemple votre CV ou votre réseau, vous auriez envie de vous recruter? Ça, c'est ultra important de se poser ces questions-là. Donc, essayez d'avoir les codes des milieux que vous voulez atteindre. L'autre point, c'est l'apparence. Donc voilà, tout ce qui est lié à l'identité visuelle. Et enfin, c'est la cohérence. Ces 3 points-là, ce sont les 3 points qui sont les éléments fondamentaux des recruteurs ou voilà, des professionnels qui pourraient être amenés à vous recruter. Parce que parfois, il y a des recruteurs, mais parfois, ça peut être d'autres entreprises ou d'autres entrepreneurs. Donc ça, c'est ultra important. L'autre point, c'est la visibilité. Quand on parle de visibilité, contrairement au profil professionnel, on n'est pas dans l'identité, on est plus dans la stratégie. C'est-à-dire que pour être visible, il faut que vous puissiez valoriser vos compétences. Parce qu'une personne qui va vous recruter, elle s'en fout de votre visage, elle s'en fout de la façon dont vous vous exprimez sur LinkedIn. Ce qu'elle veut, c'est vos compétences, en fait. Quelles sont vos compétences et en quoi elles sont différentes de votre voisin? Ça, c'est ultra important. L'autre point, c'est les soft skills. Un soft skill, c'est tout ce qui n'est pas relié à la compétence technique. Ça va être toutes vos compétences humaines. Donc, votre empathie, votre écoute, votre diplomatie.
Est-ce que vous savez communiquer? Est-ce que vous savez vous faire apprécier, vous faire comprendre? Ça, c'est ultra important et c'est souvent un élément différenciateur en fait de la valorisation des compétences. C'est-à-dire que parfois, les soft skills, ça peut jouer dans le choix d'un recruteur. Même si vous avez, par exemple, moins de compétences que votre voisin, si au niveau des soft skills, vous êtes très évolué, ça peut être déterminant dans le recrutement. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un élément qui est ultra nouveau, qui n'était pas le cas avant, c'est qu'aujourd'hui, dans les CV, les recruteurs regardent énormément les hobbies, beaucoup plus qu'il y a 5 ans. Parce que ça permet en fait de différencier les profils et de définir en fait des personnalités. Comme la personnalité est ultra importante aujourd'hui dans le monde du travail, c'est un point qui est important. Et enfin, définition des cibles. Parce que pour être visible, il faut que vous soyez surtout visible de la cible, c'est-à-dire des milieux, des personnes, des entreprises que vous voulez atteindre. Ça ne sert à rien de mettre en place une stratégie pour être perçu de tout le monde. Il faut mettre en place une stratégie pour être perçu des personnes par qui vous voulez être perçu. Et enfin, il y a l'e-réputation. Et donc, l'e-réputation, c'est tout ce qui est en lien, évidemment, aux réseaux sociaux et au réseau. On a tous un réseau, que ce soit les voisins, la famille. Vous avez forcément des gens autour de vous qui connaissent d'autres gens et tout est précieux. Voilà, que ce soit les réseaux physiques ou les réseaux sociaux. Et l'e-réputation, c'est du coup le fait de créer du lien, de l'engagement. Donc, ne pas vous limiter uniquement au CV quand vous pensez au personal branding. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, mais en tout cas, si vous en avez, j'y répondrai à la fin avec plaisir. Donc, pour le CV, quand on parle de CV, un bon CV, un CV réussi, c'est un CV qui est simple déjà. Ça ne sert à rien d'avoir un CV qui est trop complexe. En plus c'est complexe, plus ça oblige le recruteur à cogiter, à réfléchir, etc. Imaginez que vous deviez faire un CV qui défatigue le recruteur. En gros, quand il voit votre CV, il est vraiment, c'est un plaisir, quoi. Il n'a pas à faire d'efforts, son cerveau n'a pas à s'activer, c'est vraiment reposant, il comprend direct. Pensez toujours au confort des personnes qui vont voir ce que vous créez, à faire en sorte que ce soit agréable pour eux de lire ça. Et d'ailleurs, que ce soit pour un CV ou pour un post LinkedIn, c'est ultra important de faire ça. Quand c'est simple, c'est clair, évidemment. C'est aussi la hiérarchie. On hiérarchise les informations. Le but dans un CV, c'est pas de tout mettre, c'est de mettre ce qui compte vraiment et de savoir bien le présenter. Ensuite, il y a le texte et la typo. Je refais un gros focus dessus parce que le texte et la typo, c'est ultra important et très souvent, c'est hyper sous-coté quand on parle de CV. On n'en parle pas assez souvent. Alors que le texte et la typo, c'est votre voix. C'est-à-dire que c'est ce que le recruteur va utiliser pour vous entendre et pour vous découvrir alors qu'il ne vous connaît pas et qu'il n'a jamais entendu votre voix. Une typographie, par exemple, agressive ou ultra traditionnelle, ça peut laisser entendre une certaine tradition, un certain corporatisme. Une typographie moderne et aérée, ça peut laisser entendre une personnalité qui va plutôt être moderne, minimaliste, etc. Donc, utilisez en fait les personnalités des typos pour trouver une typo qui reflète bien votre personnalité. Et enfin, le contraste. Donc, je vous montrerai après comment on fait pour avoir un visuel, un CV qui est bien contrasté. Il n'y a pas pire qu'un CV qui n'est pas contrasté. Encore une fois, pour le contraste, pour le confort, du recruteur, on va utiliser un visuel, un CV qui va être contrasté et qui va être agréable à lire et qu'on va trouver très beau et qui va donner envie de vous rappeler. Donc là, par exemple, quand on dit faire simple et clair sur un CV, ça veut dire d'organiser les priorités. Là, je vous ai montré 3 types de CV, par exemple, qui ont une organisation différente, mais pour autant, ces 3 organisations sont très claires. Donc, le premier, c'est une organisation par bloc. Si vous ne savez pas comment structurer votre CV, vous pouvez utiliser les blocs. C'est une super solution. Et ça marche d'ailleurs pour tout, pas que pour les CV. Il y a aussi le CV par chronologie. Surtout quand on est étudiant, qu'on n'a pas encore énormément d'expérience, etc. Ça peut être une bonne solution aussi d'utiliser la chronologie. Et enfin, le CV par rubrique, qui est plus classique. Mais en tout cas, là, vous voyez que ces 3 CV-là, ils sont simples. C'est-à-dire que le recruteur a le CV. Quand il voit le CV, il sait exactement où lire, où aller. Tout est bien trié, il y a les bons titres, etc. C'est ultra simple et confortable à lire. Là, par exemple, je vous ai fait un do et un don't. Donc, à gauche, on voit
une organisation de CV qui est en décalé. On voit que l'alignement n'est pas correct, il y a un alignement qui est vraiment déstructuré. Et à droite, là pour le coup, on a un visuel, un CV qui est bien aligné avec des titres, résumés, carrière, parcours scolaire. Tout est bien clair. Et puis avec des lignes, on a utilisé des lignes pour bien séparer. Et encore une fois, surtout l'élément le plus important, c'est que l'alignement est bien respecté. L'alignement, c'est la clé. Si vous devez retenir qu'une chose aujourd'hui, c'est ça. Un CV, c'est un CV qui est bien aligné parce que c'est ce qui fait le confort de lecture. Là, pareil, aérer son CV, c'est ultra important. Il n'y a rien de pire qu'un CV qui a beaucoup d'informations parce que là encore, un CV qui a beaucoup d'informations, c'est un CV qui va dire au cerveau, il va falloir que tu lises beaucoup de choses. Et ça va pas être hyper clair. Donc, en gros, là, le fait de bien structurer les parties, d'apporter de l'espace, c'est très bien. C'est pas parce qu'il y a une partie vide dans votre CV qu'il faut à tout prix la remplir. Ça, c'est un réflexe du cerveau. Le cerveau a un réflexe, surtout quand il commence le design, c'est de remplir les trous. En réalité, on n'a pas besoin de ça. Et là, on parlait de typographie et on peut voir la différence. À gauche, on a des typographies qui sont très différentes. Et à droite, on a une typographie, on a simplement 2 typographies. Limitez-vous à 2 polices quand vous utilisez un CV. Ça ne sert à rien d'utiliser 36 000 polices. Parce qu'encore une fois, si on part de l'idée que la typographie, c'est votre voix, plus vous utilisez de typographie, plus ça laisse entendre qu'il y a plusieurs voix sur votre CV. Et à la fin, c'est la cacophonie. Donc, on se limite à 2 typographies maximum. Même une, c'est très bien, en sachant qu'on peut jouer sur la taille et les grains. Et enfin, je vais finir avec les outils. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir 1 milliard d'outils pour faire son CV. L'idée, c'est vraiment de faire au plus simple. D'abord, le premier truc qui compte, c'est de trouver un template de CV qui vous corresponde. Voilà. Donc, bon, sur Canva, on a énormément de templates de CV. Vous pouvez vraiment fouiller pendant des jours et des jours même. On en a beaucoup et en plus, on les actualise tous les mois. Donc, je ne peux pas tous vous les présenter ici parce qu'on n'a pas prévu de camper ensemble, mais il y en a énormément. La clé, en fait, pour trouver le CV qui vous correspond et qui est en accord avec la cible que vous voulez atteindre, le milieu professionnel dans lequel vous voulez évoluer, c'est d'utiliser les bons mots-clés. En fait, les mots-clés sur Canva, c'est un peu le sésame. C'est ça qui vous permet de trouver les bons templates. Donc là, je vous ai mis en gros les mots-clés que vous pouvez utiliser dans vos recherches Canva, qui sont les mots-clés les plus pertinents pour trouver des CV, mais pas que, pour trouver des signatures d'email, tout ce qui est en lien avec votre personal branding sur Canva. En bas, à droite, je vous ai mis un conseil qui est peut-être un des plus importants, qui est vraiment une petite astuce, c'est de ne pas hésiter à faire vos recherches en français et en anglais sur Canva pour avoir encore plus de propositions de templates. Tout à l'heure, je vous disais, l'alignement, c'est la vie. Donc voilà, voilà comment on fait son alignement sur Canva. Là, vous avez votre CV, vous voyez la partie juste au-dessus, là où vous voyez les lignes, en fait, vous cliquez dessus et ça permet en fait de pouvoir gérer les différents types d'alignement et d'aligner automatiquement votre CV. Et pas que votre CV d'ailleurs, n'importe quel visuel. Donc n'hésitez pas à le faire comme ça, vous n'avez pas en fait à aligner manuellement vos éléments. Vous cliquez simplement là et ça les aligne de façon automatique. La color wheel, tout à l'heure, je vous parlais du contraste. Un CV contrasté, c'est un CV qui va bien fonctionner. Et très souvent, on va utiliser, par exemple, des couleurs sur son CV, on va utiliser 2 couleurs, et on ne sait pas forcément que les couleurs ne vont pas bien ensemble. La color wheel, c'est un outil qui est génial. Vous allez entrer le code de la couleur que vous voulez utiliser, la couleur dominante, et en fait, il va vous extraire la palette de couleurs qui correspond le mieux. Par exemple, si vous avez une couleur sur votre photo de CV ou votre photo de profil, et que vous avez envie de créer un design dans lequel vous allez mettre votre photo, vous pouvez comme ça choisir une couleur qui va avec les couleurs de votre photo. Voilà. Pensez à ça en fait. Votre photo et les couleurs de votre photo font autant partie du design que l'identité visuelle du design, du CV ou de n'importe quel visuel. Donc pour finir, un CV réussi, c'est une identité claire. C'est-à-dire qu'un recruteur, il doit sentir une cohérence. C'est-à-dire, il doit sentir une cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites et ce que vous montrez de vous. Donc ça, c'est hyper important. L'autre point, c'est la vision. C'est-à-dire que normalement, si vous avez bien travaillé votre CV, en fait, au moment où on fait son CV, au moment où on le crée, en réalité, on fait un peu une remise en question de soi. Donc, si vous faites ce travail de développement personnel
enfin, sérieusement, ça va se percevoir en fait dans votre CV. Donc, dans votre CV, on doit percevoir la vision. C'est-à-dire, on doit savoir qui vous êtes, ce que vous recherchez, dans quel milieu vous voulez évoluer. Hyper important. Ensuite, c'est avoir les bons outils, parce que les bons outils que vous utilisez aujourd'hui, ça peut être des outils que vous allez utiliser dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, l'idée, c'est de bien connaître les outils, de savoir bien les utiliser, parce que plus vous allez bien les utiliser, plus vous allez les maîtriser et plus vous allez maîtriser votre image aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, c'est hyper important de créer en fait votre kit d'outils clés qui vous représentent parce qu'ils vous ressemblent, parce qu'ils correspondent aux compétences que vous maîtrisez en fait. Il n'y a rien de pire que de maîtriser des compétences, mais de ne pas utiliser les bons outils et de pas, du coup, de pas montrer ces compétences de la meilleure façon possible alors que pourtant vous avez des compétences optimales. C'est hyper important de réfléchir à ça. Essayez de vous constituer un portefeuille d'outils qui va vous accompagner longtemps dans votre carrière professionnelle. Et enfin, si vous maîtrisez tout ça, c'est-à-dire la vision, l'identité claire, les bons outils, ce que vous allez gagner, en fait, ça n'a pas de prix, c'est l'indice de confiance. Et en fait, un bon personal branding, c'est un personnel branding, une marque qui a un indice de confiance élevé, c'est-à-dire une marque en qui on fait confiance instinctivement. Voilà, c'était tout pour moi. Merci Afifia, c'était très complet sur bah, vraiment la forme du CV et également bah, en partie sur le fond. Et c'est aussi là-dessus qu'on va enchaîner. Alors, hop. Du coup, nous, sur Useful, on est vraiment plus là pour vous accompagner sur le fond du CV. Donc, qu'est-ce qu'il faut finalement mettre dans votre CV une fois que bah, vous avez vraiment créé votre identité visuelle. Et c'est là que Useful vous accompagne. Donc, une fois que vous avez trouvé le bon design sur Canva, il est important de renseigner vos études et vos diplômes. Donc, alors, toujours bah, par ordre chronologique, donc du plus récent au plus ancien. Bon, alors après, il n'est pas nécessaire de mentionner tous vos diplômes, hein. Si vous avez 25 ans et que vous êtes en sortie de master, il n'est pas nécessaire de mentionner votre brevet des collèges. Bon, sauf si vous y tenez vraiment, mais je pense que le recruteur, ça lui importera peu. De même pour les expériences professionnelles, je pense que enfin, nous pensons en tout cas chez Useful qu'il est important de mettre bah, les expériences professionnelles qui sont pertinentes par rapport au métier visé. Et si vous n'en avez pas, n'hésitez pas bah, à mettre les expériences professionnelles qui s'en rapprochent et qui peuvent mettre en avant aussi bah, les soft skills. Affiché, on a parlé tout à l'heure, mais il y a énormément de soft skills qui sont un peu transverses en fonction des métiers. Donc, même si vous n'avez pas d'expérience professionnelle dans le domaine convoité, n'hésitez pas à en mettre en avant celles qui s'en rapprochent. Et du coup, avec ça, Affiché en parlait tout à l'heure, les recruteurs consultent de plus en plus les hobbies sur les CV. Donc, n'oubliez surtout pas vos centres d'intérêt et vos compétences, donc vos hard skills et vos soft skills. Donc, les centres d'intérêt, c'est primordial, vos passions, vos hobbies. Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous êtes un artiste? Est-ce que vous aimez les DIY? Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui est important et qui peut vraiment faire la différence sur votre CV et face aux recruteurs. Et surtout, on ne le dira jamais assez, mais il faut adapter votre CV par rapport au poste convoité et par rapport bah, finalement à l'entreprise que vous convoitez. Dans l'exemple qu'Afifia a montré tout à l'heure, bah, on ne fait pas un CV pour un poste de commercial comme on fait un CV pour un poste de graphiste. Donc, n'hésitez vraiment pas à l'adapter et à le personnaliser. Et le petit plus aussi, c'est de mettre bah, sur votre CV l'intitulé du poste que vous convoitez. Si vous postulez à un poste de chargé de communication ou de content manager, par exemple, n'hésitez pas à mettre sur votre CV l'intitulé de votre poste. Et enfin, bah, surtout, n'oubliez pas d'inscrire vos coordonnées. Alors, c'est un basique, mais pourtant, il y a certains CV qui sont envoyés sans coordonnées. Donc, par coordonnées, il n'est pas forcément nécessaire de mettre votre adresse postale, mais surtout, mettez votre adresse mail, votre numéro de téléphone ou parfois même votre LinkedIn ou le lien de votre portfolio, peut-être même un QR code. En tout cas, inscrivez vos coordonnées, ce qui est pertinent pour vous, pour que le recruteur puisse vous recontacter rapidement et facilement. En fait, en un clin d'œil, il saura qui vous êtes et comment vous rappeler. Voilà, et évidemment, sur Useful, vous pourrez trouver des conseils encore plus précis sur que mettre dans votre CV par rapport à votre métier, par rapport aussi à vos formations, parce que des fois, on doit créer des CV pour les formations, pour les BTS, pour les licences, etc. Voilà, je vous repasse la main, Steph et Afifia. Super, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ok, alors hop, je vais partager. Voilà. Eh bien, donc déjà super. Moi, j'apprends à chaque fois des choses super intéressantes dans les webinaires. Je peux que abonder dans tout ce qui a été dit. J'avais envie de vous partager
2 astuces pour se démarquer sur le marché du travail. En effet, ben, il suffit que je me remette dans la peau, que je remonte, alors des dizaines d'années en arrière quand j'ai recherché mes premiers emplois. Et effectivement, on a peu d'expérience professionnelle, pour ainsi dire aucune normalement, à part s'il y a eu des jobs d'été. Et donc, les leviers qu'on va pouvoir activer pour se démarquer, il faut vraiment être créatif parce que à travers son personal branding, à travers le peu de communication qu'on va avoir avec le recruteur, on va transmettre énormément d'informations. Euh, pour information, j'ai été chef d'entreprise et donc j'ai été amené à recruter mes équipes. Donc j'avais une agence de communication et donc j'ai recruté plusieurs personnes. J'avais plusieurs CV. Et effectivement, quelque chose qui était pour moi, par exemple, rédhibitoire, c'est la faute d'orthographe. Parce que bah, ça va m'indiquer que la personne n'est pas ce qu'on appelle focus detail, ne va pas être soigneuse du détail. Et alors, peut-être que sur certains jobs, ça va pas avoir un rôle très très important, mais sur certains jobs, ça peut être vraiment crucial. Ensuite, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que, effectivement, en fonction du job auquel vous allez postuler, vous allez peut-être devoir mettre en avant, certaines compétences. Donc, il y a des professions pour lesquelles c'est très, très important la rigueur, l'organisation, la structure. Donc, on pourrait penser à des professions plus d'ordre de la finance où effectivement, on va privilégier une mise en page qui est très structurée, plutôt cubique, dans des codes couleurs assez soft, assez modérés. Et tout simplement, on peut réfléchir à la manière dont on s'habillerait pour postuler à un job. Ben, effectivement, on ne va pas s'habiller de la même manière si on postule à un job dans la finance, par exemple, que si on va postuler dans une start-up ou dans une agence de com. Donc, le CV, on peut se dire comment je devrais m'habiller pour me présenter le jour de l'entretien et personnaliser le CV dans ce sens-là. Donc, j'ai vu des questions qui étaient posées. Évidemment, si on va postuler pour une agence de communication, à un moment, il va falloir faire preuve de créativité. Si on veut postuler en tant que business developer, il va falloir faire preuve de proactivité et aussi une appétence à la prise de risque. Donc, tout ce qui peut être utilisé pour vous démarquer va être important. Ça peut être une petite touche d'humour, ça peut être une prise de risque, ça peut être, par exemple, sur votre CV, avoir un lien vers un personal website que vous avez créé et qui reprend votre CV en ligne avec un espèce de portfolio imagé de ce que vous auriez fait. C'est rare, tout le monde ne le fait pas. Donc, qu'est-ce qu'on va se dire? Qu'on va avoir ça, dire, ah, tiens, c'est intéressant. Cette personne s'est donné plus de mal que d'autres. Donc, elle en veut sûrement plus. Ça, c'est important. Moi, mon premier recrutement, je l'ai fait. Et la première personne que j'ai salariée, on a vu plein, 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 plein de candidats. Et la personne arrive, un bon parcours étudiant, un très bon diplôme, j'ai envie de dire comme les autres, bien présenté sur lui comme les autres. Donc à ce stade-là, il n'y avait aucune distinction. Il me précise juste que la veille, qui s'excusait du léger retard, mais que la veille, son appartement avait brûlé, l'appartement dans lequel il vivait en fait avec ses parents, qu'il avait dû arriver en taxi et qu'il avait dû acheter de nouvelles affaires. Et moi, qu'est-ce que ça m'a envoyé comme message? Dis donc, cette personne, elle en veut vraiment, quoi. Elle a vraiment traversé quelque chose de difficile et elle est là. Donc, tous les petits détails qu'on va pouvoir activer, bah, il faut les activer, il faut mettre toutes les chances de son côté. C'est-à-dire qu'on veut vraiment, vraiment un job. Je vais prendre mon expérience à Canva. Canva, je voulais vraiment travailler pour Canva. Donc, j'ai dit, je ne veux avoir 0% de regret. Je veux avoir le sentiment de me dire, OK, si j'ai pas ce job, c'est pas grave, mais au moins j'ai tout donné, j'ai tout fait, j'ai négligé aucun détail pour pouvoir l'avoir. Donc, c'est aussi le mindset, l'état d'esprit que vous allez aborder dans la recherche d'emploi. Euh, et des fois, on peut viser énormément de jobs et peut-être les aborder, ces jobs, de manière un peu grossière, ou plutôt en choisir quelques-uns très très précis qui correspondent vraiment à notre personnalité, à nos valeurs, et à ce moment-là, tout mettre en place pour essayer d'obtenir ce job. Et dans ce cadre-là, montrer que vous avez fait des recherches sur le recruteur va
les recruteurs vont être très sensibles. Donc, par exemple, on pourrait imaginer de personnaliser le CV légèrement dans le code couleur de l'entreprise. Et là, maintenant, je vais vous donner une autre petite astuce, qui est l'astuce 1. Donc, vous allez pouvoir vous mettre dans la peau de votre future carrière et projeter aussi le futur employeur comme si vous aviez déjà le poste. Et comment vous pouvez faire ça? Donc, je vous ai parlé du site web. Donc, vous pourriez créer un site web, une sorte de portfolio qui va mettre en avant euh, vos études, mais ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez fait du travail social, par exemple? Est-ce que vous avez fait des maraudes? Est-ce que vous faites partie d'une association? Ça, effectivement, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit tout à l'heure. Même au niveau des grandes universités aux États-Unis, ils sont très sensibles sur l'implication sociétale. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau sociétal et est-ce qu'on fait un sport collectif aussi? Parce que tout ça va traduire une capacité à travailler en équipe, une capacité à se soucier des autres et à s'impliquer. Donc, un moyen de faire une différence aussi, c'est de personnaliser votre signature email. Et donc, dans Canva, vous avez énormément de templates de signature email. Et ça peut être intéressant de venir personnaliser, si vous avez vraiment 5 jobs de rêve ou 5 recruteurs de rêve, de venir personnaliser votre signature email comme si vous étiez déjà, comme si vous faisiez partie déjà de cette famille-là. La personne va dire, pourquoi ça va être important? Parce que euh, il y a toujours une défiance vis-à-vis de l'inconnu et de qui on ne connaît pas. Et en fait, quand on adopte l'environnement graphique du recruteur, donc de l'entreprise pour laquelle vous aimeriez travailler, c'est comme si vous faisiez déjà un petit peu partie de la famille. Et c'est des détails, mais on dit le diable est dans le détail. Ces détails-là, ça veut dire beaucoup. Autre chose que j'aimerais, j'ai pas mis dans les astuces, mais ça m'est venu au cours de la présentation parce que c'est quelque chose que j'ai vécu aussi en tant que recruteur, c'est que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vous googler. Donc, pensez à nettoyer vos profils. La vieille profil du réseau social à moitié bourré dans une soirée, faut éviter. Donc, il y a vraiment un nettoyage à faire. Tapez votre prénom, tapez votre nom de famille dans Google et regardez ce qui sort. Regardez ce qui sort dans le texte, regardez ce qui sort dans les images, regardez ce qui sort dans les vidéos. Si vous n'arrivez pas à nettoyer, il y a des sociétés spécialisées dans le nettoyage de profil. Mais ça peut griller une candidature, hein, véritablement, hein, la mauvaise photo. Ensuite, pour vous distinguer, qu'est-ce qui peut être important de faire, c'est de se différencier grâce à une photo. Donc, sur le CV, évitez une photo peu contrastée, notamment sur LinkedIn, qui va vous fondre dans le background, mais détourez avec, bien sûr, Canva et avec la fonctionnalité retirer un background, le fond, par exemple une couleur vive ou une couleur dégradée. Et là, je peux vous montrer ce que ça donne je me suis amusé à aller sur un profil LinkedIn et là, ici, on avait un étudiant donc, qui était en photo sombre sur fond noir. Et donc là, si on vient détourer la photo et prendre un code couleur qui correspond à la finance, eh bien, en fait, ça va faire une différence. Une autre chose que je voulais vous montrer aussi, c'est sur le CV. Il y a un gros fou rire de Léa. Ah, faudra que vous nous partagiez, hein. Quelque chose que je voulais vous... Ah, on t'entend pas, Fifia, on t'entend pas. Fifia. Moi, je dis, on veut savoir, on veut rire aussi. Ah oui. Non, j'ai fait tomber ma gourde sur mon pied pendant le live. Je suis désolée. Heureusement que le micro était coupé parce que le bruit aurait vraiment été insupportable. C'est Bref, vrai. pardon. Je voulais vous montrer quelque chose aussi parce que j'ai vu une question qui était très pertinente sur les CV. Si par exemple, je prends je reprends notre présentation qui est ici, bon, on va prendre ici. Vous avez une fonctionnalité qui est très pratique dans Canva. Si vous allez dans Fichier, Paramètres, vous allez pouvoir vérifier l'accessibilité de votre design. D'accord? Et donc,
si vous cliquez sur vérifier l'accessibilité de mon design, là, étant donné que j'ai fait des copies d'écran de LinkedIn, il me rajoute énormément de choses qui ne sont pas valides. Steph, D'accord? Steph, on t'interrompt deux Oui, secondes. En fait, on ne voit plus ton écran. Enfin, en tout cas, moi, de bah, mon ça, côté, c'est je ne le vois plus. bah, ça, c'est très dommage quand même. Ah ouais, bah Attendez, oui, surtout que on va, t'expliques, ça a l'air merci, quand merci, même merci très beaucoup. intéressant. Oui, carrément, c'est Ah, Ah, la, voilà, la- ça c'est y bon, est, la on ici. petite revoit. troisième, la petite troisième astuce. Donc, je reprends pour le process. Vous allez dans Fichier, Paramètres, et vous allez aller dans Vérifier l'accessibilité du design. Nous, dans l'éducation, c'est très, très important quand un enseignant, en fait, il va créer du contenu pédagogique. Il faut que ce contenu pédagogique, il soit accessible à tout le monde. Et on a de la neurodiversité. Et donc, on n'a pas tous la même perception. Il y a des personnes qui sont daltoniens, il y a des personnes qui sont légèrement malvoyants, il y a des personnes qui ont un âge aussi différent. Et donc, l'accessibilité du design va venir scanner par tout le document, ils vont vous reporter des problèmes typographiques, des problèmes de contraste de couleur, des problèmes de texte alternatif. Donc, par exemple, si je vais sur la même slide, ici, et je refais paramètres, vérifier l'accessibilité du design, ah pardon, là en fait il va me vérifier l'entièreté de la présentation. Donc dans toute la présentation, on a 7 problèmes typographiques, 30 problèmes de contraste et 200 problèmes de texte alternatif. Qu'est-ce que c'est texte alternatif? C'est venir commenter les photos, c'est-à-dire que si c'est quelque chose que vous veniez ne pas présenter, et que quelqu'un devait lire tout seul le document et que la personne est malvoyante, il faut que et il y a un texte alternatif pour décrire les images. Donc la question était posée par rapport, on va pouvoir répondre aux questions, mais par rapport à votre CV, vous pouvez au final passer cette fonctionnalité pour vous assurer que tout est OK. Et globalement, je me permets juste 2 secondes. C'est que ce que tu dis, Steph, par rapport au contraste, c'est effectivement très juste pour les gens qui ont un handicap, qui ont des problèmes de lecture, etc. et tout. Mais globalement, en fait, c'est aussi très confortable, même pour les gens qui n'ont pas forcément de problème de Bien visibilité. sûr. On sait que, par exemple, il a été étudié la façon dont les gens s'arrêtent sur un visuel quand on scrolle, par exemple, sur Instagram, ça pourrait être sur d'autres sites aussi. Mais quand on scrolle, on va scroller et puis on va s'arrêter sur un visuel. En fait, nous, on ne sait pas forcément pourquoi on va s'arrêter, mais il y a des gens qui ont essayé de comprendre, en fait, qu'est-ce qui fait que parmi tout le feed, il y a des posts qui vont plus cartonner que d'autres. Et en fait, on a appris que les posts qui attirent le plus l'attention et sur lesquels les gens ont le plus envie de cliquer, ce sont les contenus qui ont un fort contraste. Donc, en gros, plus un contraste est élevé et plus ça donne envie de cliquer parce que plus il y a un indice d'entertainment, de divertissement qui est agréable pour le cerveau, en fait. Donc, c'est même global, quoi. C'est pas uniquement pour le handicap et tout. C'est effectivement un bon tip, ça, à retenir. Super. Bon, ben nickel. Et on va peut-être envisager les questions maintenant. Alors, Oui. on avait 2 questions qui sont arrivées. Alors, la première question qui a été posée, c'est: je suis Anna, 25 ans, en dernière année de master en alternance. J'ai longtemps fait mes CV sur Canva, mais pour les offres d'emploi auxquelles je vais postuler à l'issue de mes études, il faut des CV lisibles par un logiciel ATS. Afin d'être sûr de passer les premiers filtres qui identifient les CV avec les mots-clés de l'annonce, par exemple, il faut un certain taux de lisibilité, sinon le CV peut ne pas être lu par le recruteur. Est-ce que les CV faits via Canva sont-ils compatibles? Question mark. Point d'interrogation. Très bonne question, Anna. Merci de nous la poser. Moi, je n'ai pas la réponse personnellement. Oui, 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 en fait, ils le sont tout à fait. Et en gros, ce qu'on fait, c'est que on s'adapte en continu aux besoins du marché. Donc, en gros, comme le CV, c'est le template le plus populaire sur Canva en France, c'est d'ailleurs une spécificité française. C'est-à-dire qu'en France, le template le plus populaire, le plus utilisé, c'est le CV. On fait très attention à ce que ça reste adapté et adaptable à tous les supports. Donc, on est très attentif à ça. Oui, complètement. Yes. Maintenant, bah, je remonte un petit peu les questions. Si vous voulez, je vous filtre les questions, comme ça, si Vas-y. ça vous va. Donc, on a Saïda aussi qui parle de l'importance du storytelling. Euh, oui, moi, j'ai envie de répondre que oui, c'est important. Qui c'est qui a envie de prendre la parole là-dessus?
Bah, en ce qui concerne le storytelling, c'est important, mais comme je le disais, si vous faites ce travail de vous regarder en face, d'être au clair avec vos compétences, etc., le storytelling se fera naturellement. Et surtout que si vous faites ça, vous proposerez un storytelling qui est authentique et qui est sincère. Et dans le monde professionnel, comme dans la vie, on pardonne les erreurs à partir du moment où elles sont faites de façon authentique et sincère. Si vous inventez un storytelling et que au bout d'un moment, au bout de 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, on réalise qu'en fait, votre storytelling, c'était qu'un storytelling et que c'était pas une réalité, on vous le pardonnera jamais. Donc, priorisez surtout vos compétences, la cible que vous voulez toucher, le milieu dans lequel vous voulez évoluer. Essayez de travailler sincèrement sur ça et le storytelling apparaîtra naturellement et c'est la meilleure des façons. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord. Le- L'authenticité, en fait, est cruciale. Par contre, effectivement, tout en restant authentique, vous pouvez ne pas avoir un discours juste descriptif et y mettre de la vie, de l'émotion et rendre vivant votre discours, mais pas au détriment de la véracité, quoi, en fait. Vous pouvez magnifier, mais ne pas changer, en fait, les choses, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a? Pour les secteurs de la communication et du marketing, les CV doivent se démarquer souvent à thème. Exemple, CV à thème Netflix ou récemment un CV à thème le Orange is the Black. Faut-il faire ces types de CV ou faut-il opter pour des CV simples? Et j'ai envie de corréler ça avec la question qui est en dessous qui a un peu le même sens, c'est comment doser entre le professionnalisme d'un CV assez classique et et la créativité. En fait, faites un CV qui est à la hauteur de ce que vous êtes réellement. Si avoir le style Netflix, ça correspond à vos habitudes, si vous avez envie de postuler pour Netflix, pourquoi pas, vous pouvez vous amuser si ça correspond à votre personnalité, mais il n'y a pas vraiment de règle en fait. Un CV ultra basique, ultra minimaliste, qui est simplement noir et blanc, s'il est bien aligné, si vous savez bien vous présenter, ça fonctionnera. Parce que le fait d'utiliser un style Netflix ou le style de n'importe quelle autre marque connue pour faire un CV original, faire un CV original pour faire un CV original, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Le but, c'est pas que le CV soit original. Le but, c'est que votre candidature soit originale et c'est différent. À partir du moment où, même si vous avez un CV en noir et blanc, mais que vos compétences sont particulières, que vos hobbies dessinent un portrait ou une personnalité qu'on a envie de rencontrer, vous aurez eu le jackpot en fait. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de se forcer à être original. Si c'est votre personnalité, oui. Sinon, non. Il n'y a aucune obligation. C'est ça qui est génial, c'est qu'en gros, là, on est vraiment dans un nouveau tournant. Il y a 10 ans, il suffisait d'avoir son CV. Et encore, si on avait un CV, un compte LinkedIn, on était vraiment au top de la modernité. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Ça veut dire que on doit être capable de définir son self, c'est-à-dire son autre self, son soi digital. Et ça, avant, ça n'existait pas. Aujourd'hui, n'importe qui est amené à le faire. Avant, c'était que les communicants qui étaient obligés de faire ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, réfléchissez d'abord à ça, en fait, à votre image globale, à la façon dont vous êtes perçu au global, à vos compétences. Si vous faites ce job-là, euh, que vous ayez vraiment un design hyper original ou pas pour votre CV, ce sera que accessoire, quoi. Ce qui compte, c'est que vous sachiez vous présenter. C'est vraiment le point numéro 1. Hop, je pense qu'on a balayé. Je vous laisse regarder aussi les commentaires. Mais... C'était là à la fin que j'ai trouvé hyper intéressant. C'est Elisa Ruiz qui dit, je ne sais pas si c'est vraiment pertinent comme question, mais en fait, ça l'est. Je suis concept artiste junior et actuellement en fin d'études scientifiques. Je vais postuler dans le domaine des sciences pour avoir mon premier travail. J'aimerais améliorer ma visibilité et mon identité visuelle dans les sciences et dans l'art, mais je ne sais pas comment faire au niveau des réseaux, par exemple sur LinkedIn. Est-ce que faire 2 profils différents pour ces 2 domaines serait judicieux ou au contraire trop disparate? En fait, il y a 2 options. Soit vous faites un compte LinkedIn pour chacune de vos spécialités. Comme ça, vous faites vraiment, vous avez 2 approches différentes et vous faites en sorte de séparer vraiment les deux domaines. Soit vous réunissez les 2 domaines en un seul pour avoir un profil différenciant. C'est-à-dire que non seulement vous ne serez pas perçu par les recruteurs comme une scientifique seulement, mais vous serez une scientifique qui en plus a des affinités avec voilà, l'art et le design. Vous pouvez aussi voilà, être perçu comme quelqu'un, voilà, comme un créateur,
mais qui a en plus un profil de scientifique. Ça peut aussi être l'occasion de présenter un profil différenciant. Ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi tester. Et il y a quelque chose aussi, c'est que n'oubliez pas que quelle que soit l'option que vous allez utiliser maintenant, c'est comme dans la vie, on évolue sans cesse. Donc, c'est pas parce que vous faites un choix, vous faites le choix maintenant de différencier les deux, que vous n'aurez pas le droit de les réunir dans 3 ou 4 ans, par exemple, pour faire voilà, une refonte d'identité visuelle. Tout est possible. Faites ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. C'est ça qui compte. Et Mais j'aimerais ajouter, moi, que ça dépend aussi des cultures et des pays dans lesquels vous vous postulez. Par exemple, c'est vrai qu'en France, on a une approche très linéaire de la carrière, où on aime bien que ça aille tout droit, en fait, qui est les études qui correspondent au métier, etc. Je grossis le trait hein, volontairement, hein, c'est pas aussi noir et blanc. Tandis qu'aux États-Unis, on valorise plus la diversité d'un parcours. Moi, je l'ai vraiment vécu parce que j'ai une carrière où j'ai changé énormément de métiers et d'industries. Et dans la culture internationale, c'est extrêmement valorisé, le fait qu'on ait été entrepreneur, le fait qu'on ait fait beaucoup de choses. Tandis que en France, ça peut être vu comme une faiblesse. Moi, j'avais postulé à un job, on me dit, mais on ne voit pas la cohérence de votre CV. Donc, certains peuvent voir ça encore comme de l'incohérence, certains comme de la largesse d'esprit. Donc, tout dépendra la perception. Donc, peut-être à prendre en compte aussi dans quel environnement vous avez envie d'évoluer. C'est aussi important dans la création d'une carrière. Est-ce que je veux construire une carrière nationale ou une carrière plutôt internationale? C'est aussi important. Hugues, qui va devoir malheureusement nous laisser pour ce soir, mais qui nous souhaite une bonne fin de webinaire et qui nous remercie pour ces informations en Inside. Mais écoute, merci beaucoup, Hugues. Merci beaucoup. Et Elisa est rassurée. Et ben alors, vous nous envoyez ravis. Alors, je pense qu'on va prendre une dernière question. Là, il y a la question d'Ismaël qui est très intéressante. C'est comment se démarquer des autres quand on n'a pas un parcours scolaire très développé, ni une expérience professionnelle très enrichie. Donc, par exemple, dans le cadre d'une recherche de stage pour la première année d'un BTS. C'est vrai. J'aime bien. C'est J'aime la bien cette problématique question. de beaucoup de jeunes, oui. beaucoup d'étudiants, hein, comment faire son premier CV et comment arriver sur le marché de l'emploi quand on n'a pas beaucoup d'expérience. Afifia, je ne sais pas si toi, tu as des tips. on vit dans la meilleure époque pour justement les gens qui n'ont pas forcément un profil d'expérience ultra développé pour un CV. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut tout faire, on a quand même la possibilité de faire énormément de choses. On est dans une époque d'apprentissage continu, tout est disponible sur Internet, toutes les connaissances. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de choses à ajouter sur un CV qu'on ne peut pas avoir de valeur ajoutée. Par contre, là où vous allez faire la différence, c'est que moi, ce que je ferais si j'avais pas de CV vraiment développé, c'est que je me ferais en sorte de développer ma présence digitale. C'est-à-dire que vous pouvez parler de ce qui vous intéresse et au final, c'est une façon de montrer votre point de vue, de montrer le fait que vous vous renseignez sur les thématiques qui vous intéressent et qui sont liées au métier que vous voulez faire. C'est une façon aussi de présenter votre point de vue. Je ne sais pas encore, voilà, je n'arrive pas à retirer le flou, mais c'est pas... Ok, ça marche. Normalement, ça marche quand je fais ça. C'est Voilà. bon. Le truc, Ouais, c'est magique. ouais, et, donc voilà, donc il y a ça, il y a le fait aussi de montrer sa vision. Ça, ce qui compte, c'est d'apporter sa vision, son angle de vue. Vous serez une valeur ajoutée dans une entreprise si, quand on vous recrute, on ne recrute pas une personne lambda qui a peut-être un CV hyper fourni, mais qui est voilà, un peu trop peut-être corporate, un peu trop boring. Mais si vous arrivez avec une différenciation, avec, vous savez, en fait, en philosophie, en développement personnel, on dit idiosyncrasie. En fait, l'idiosyncrasie, c'est le petit détail en vous qui fait que vous êtes différent des autres. Et c'est ça qu'il faut réussir à montrer. Donc, si vous avez envie de travailler dans un domaine, mais que vous n'avez pas toutes les compétences, que vous n'avez pas les diplômes, profitez des plateformes digitales pour partager votre perception, créer un blog, partager votre vision sur les différentes thématiques du métier que vous rêvez de faire. Vous avez la possibilité de le faire. Beaucoup, beaucoup de gens ont pu faire ça. Moi, avant de travailler chez Canva, j'ai travaillé dans les médias. Je n'avais pas fait d'études médiatiques. J'avais fait des études en sciences humaines. Et en fait, j'ai fait des stages petit à petit et j'ai surtout créé des blogs où j'ai parlé en fait de mes expertises et j'ai été recrutée comme ça.
Et petit à petit, voilà, je suis devenue, enfin, j'ai pu faire ce métier-là. Donc, en gros, c'est la période idéale. Ne soyez pas intimidés par le peu de lignes qu'il y a sur votre CV. Croyez en vous, soyez curieux, restez ouverts. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit par rapport à l'OCDE et par rapport à l'étude de l'OCDE, où en gros, une compétence, la durée de vie d'une compétence aujourd'hui, c'est de 2 ans. Donc, si vous êtes déjà dans un mindset, un état d'esprit où vous êtes ouvert pour capter les informations en permanence, pour rester ouvert et curieux, ça ne doit pas vous empêcher de trouver un travail. Et vous pourrez même faire partie des meilleurs, même si votre CV n'a pas 1 milliard de lignes d'expérience. Donc, ne vous bloquez pas pour ça. Et un petit tip, ce que je peux ajouter aussi, c'est ne pas oublier les méthodes old school aussi qui fonctionnent très bien. Et dans une ère hyper digitalisée, le fait d'imprimer un CV, d'aller se présenter en fait en candidature spontanée à un endroit, aller serrer une main, et ça va démontrer que vous en voulez, qu'il y a la rage en fait, que moi j'ai besoin de travailler, je vais aller travailler. Et donc ça aussi, ça peut faire la différence et pas s'arrêter à un refus. Ça aussi, en fait, je sais qu'il y a quelqu'un qui a été engagé à Canva. Elle a postulé 5 fois. 5 années, elle a été rejetée. Et en fait, le critère final qui fait qu'elle a été recrutée, c'est face à autant de détermination, on est obligé de la recruter. Et c'est quelqu'un qui performe super bien. Donc, la persévérance, le mindset, voilà, selon le job que vous allez faire, voilà, quelqu'un qui prend le temps de venir, qui prend les transports en commun, bah, ça veut dire des choses. Donc, mettre toutes les chances de son côté. Ben, je pense qu'on va clôturer là sur ces vibes très positives. En tout cas, de ce qu'on voit dans les commentaires, tout le monde est assez content de ce mindset et assez en phase. Je pense qu'on aura fait le tour de la question et on vous redit encore une fois que le replay de ce webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube de Useful et je pense qu'on peut tous vous dire à bientôt pour un prochain pour un sujet. prochain webinaire. Yes, merci beaucoup. Bientôt. Merci à tous. Merci à vous, Steph, Léa et Léonore aussi. Ouais, également à vous aussi. Partager la scène avec vous. Ouais. C'était super. Allez, bye bye. Merci à tous. Passez une belle soirée. Bonne soirée.